des meetings en cascade. On est à 15 jours du premier tour. Est-ce que les Français ont enfin la tête à cette présidentielle ? Mais écoutez, c'est sûr que pour avoir suivi la campagne présidentielle en 2007, en 2012, en 2017, cette fois-ci, on fait face à une campagne présidentielle beaucoup moins spectaculaire. Cela est absolument normal, je dirais même physiologique. On est avec une guerre chez nous, dans le cœur de l'Europe, il y a un conflit qui revient, donc c'est normal que cette campagne s'éclipse un petit peu, même si elle est fondamentale pour la France et pour l'Europe aussi, parce qu'une élection française aujourd'hui, par exemple pour des Italiens, des Espagnols, des Allemands, c'est presque une question de politique intérieure, parce que le président qui sera élu avec cette élection aura un impact direct sur la vie des citoyens italiens. D'après les sondages, l'écart se réduit dans le trio de tête, avec toujours Emmanuel Macron premier, un peu en dessous de 30%, autour des 20%, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dans les 14%. Est-ce que le ticket d'entrée pour le second tour a déjà, dans l'histoire, été aussi bas ? Écoutez, actuellement, si l'on regarde les intentions de vote des derniers sondages de cette semaine, il est entre 19 et 21, puisque c'est à peu près le score que fait Marine Le Pen dans toutes les études d'opinion qui ont scandé cette semaine. Donc il est à peu près au niveau, pour le coup, de celui de 2017. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, dans ces sondages et dans ces intentions de vote, alors il faut noter quand même 40% aujourd'hui se disent indécis, ce qui est considérable à quelques semaines, à 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Ça veut dire on ne sait pas pour qui on vote. 40%, ça veut dire qu'ils ne savent pas. On ne sait même pas si on va aller voter. Alors, vous avez le deuxième sujet, c'est le sujet de l'estimation de la participation, qui est un vrai sujet pour les instituts de sondage. C'est vraisemblablement la donnée la plus difficile à estimer pour les instituts de sondage. On l'a vu notamment lors des dernières régionales. Non, là, parmi les 40%, ce sont les gens qui se disent, entre autres, prêts à aller voter. C'est-à-dire que leur vote peut changer entre différentes offres de candidats. Et ce qu'il faut mesurer en la matière, ce qui est très important, quand on regarde les différentes offres politiques, c'est le taux de certitude. Et quand vous regardez, par exemple, le rolling de l'IFOP, je prends cet exemple, le rolling de l'IFOP, il montre 2 choses. Il montre que ceux qui ont le plus gros taux de certitude aujourd'hui parmi leurs électeurs, ce sont d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre Marine Le Pen. Donc ce qui viendrait en effet plutôt renforcer cette hypothèse qu'on serait plutôt vers, disons, une hypothèse qui rééditerait celle de 2017. Mais Emmanuel Macron le dit depuis son entrée en campagne, rien n'est joué. C'est pas juste une formule en fait. Il voit bien qu'il y a peut-être une difficulté pour lui. Écoutez, déjà on voit la fourchette qui est en train de se retrécir avec Marine Le Pen. Il est fort probable qu'il y ait une sorte de match de retour, sauf imprévu, avec un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La France... Et l'élection présidentielle française a toujours cela de spectaculaire que jusqu'au bout, comme dans un match de foot, on n'est jamais vraiment sûr de rien. Rien n'est jamais vraiment acquis. Souvenez-vous, en 2017, le président, c'était presque gravé dans le marbre, devait être François Fillon et après, il y a eu des surprises exceptionnelles. C'est vrai qu'il y a 5 ans, c'était assez rocambolesque. Pour l'instant, ça n'est encore pas complètement le cas. Ce qui est étonnant, cette fois aussi, c'est peut-être la suite de l'élection d'il y a 5 ans, c'est que l'après-premier tour, voire l'après-présidentielle se prépare. Dans les 2 partis traditionnels, on va commencer par la gauche, où la défaite socialiste ne fait plus vraiment de doute. Il y a des rumeurs de création d'un nouveau parti, d'un nouveau mouvement. Oui, alors, on en est là ? Oui, on en est là. C'est-à-dire qu'il est clair que la défaite annoncée du Parti socialiste et de Madame Hidalgo dans des conditions qui seraient historiques pour le Parti socialiste, parce que là, quand on regarde les intentions de vote, c'est le score le plus bas jamais atteint par le Parti socialiste depuis sa recréation en 1973. Là, on serait face à une crise majeure pour le PS et la nécessité de repenser, en effet, la social-démocratie dans l'espace politique français. Le problème, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, la gauche, elle est traversée de plusieurs courants. Vous avez un courant qui est un courant que je qualifierais de plus radical, qui est celui incarné par Jean-Luc Mélenchon et qui est en tête actuellement dans les intentions de vote. Vous avez une frange qui est social-démocrate, écologiste, qui, disons, est une frange assez centrale aujourd'hui à gauche, mais qui a du mal à performer dans cette élection. Et puis, vous avez quand même tout un pan de la gauche, il ne faut jamais l'oublier, du Parti socialiste, qui a quitté le Parti socialiste
socialiste en 2017, voire parfois même en 2016, pour rejoindre Emmanuel Macron. Il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi quand même ce continent et cette partie du continent de la gauche qui s'est rattachée à Emmanuel Macron. On a vu cette semaine François Hollande se mettre aux côtés de sa candidate, souffler un peu le chaud et le froid, allez-y pour elle, mais enfin il faut un peu rénover tout ça. À quoi il joue? Qu'est-ce qu'il mijote, François Hollande? Je pense qu'il a voulu arriver un petit peu en secoureur d'un parti qui aujourd'hui est complètement à son minimum historique. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, il y a quand même... la France est orpheline d'un grand parti, un parti qui a été fondé par Jean Jaurès et un parti aussi qui a toujours prôné une forme d'internationalisme ouvert sur le monde. Le problème aujourd'hui, c'est que la gauche française est de plus en plus incarnée par Jean-Luc Mélenchon qui incarne de son côté une forme de gauche assez originale qui est une gauche souverainiste, sinon nationaliste, anti-européenne presque. Et ça, c'est très, très inquiétant pour la France et pour l'Europe aussi. Mais François Hollande, il se voit revenir ? Écoutez, ce qui se murmure, c'est que François Hollande serait éventuellement candidat aux prochaines législatives. Donc ça voudrait dire quand même qu'il y aurait là un retour en politique, et un retour en politique de manière active, de manière électorale. Ça ne serait pas d'ailleurs le premier président de la République à revenir vers les électeurs. Je rappelle que le président Giscard d'Estaing avait lui aussi repostulé à un poste de député et avait été élu en 84. Donc oui, ça veut dire que concrètement, il pense qu'il a un rôle dans la reconstruction de l'offre social-démocrate après l'élection présidentielle, parce que chacun s'accorde à reconnaître que de toute façon, la candidature PS, malheureusement, sera profondément contrainte. À droite, les choses sont sûres. Le patron, c'est lui, c'est Nicolas Sarkozy. Toujours aucun soutien affiché pour la candidate de son camp, Valérie Pécresse, qui n'est pas une tuile près, puisqu'elle a attrapé le Covid-19 cette semaine. Elle est donc privée de campagne. Est-ce qu'à droite, on y croit encore ? Mais écoutez, il y a eu cette candidature dans laquelle on avait nourri beaucoup d'espoir, Valérie Pécresse, qui aurait pu mettre de côté peut-être Marine Le Pen, etc. Ça n'a pas été le cas. Cette campagne qu'elle a faite a été ratée depuis le début, depuis le zénith. Elle n'a pas été convaincante. Et donc aujourd'hui, je pense que les Républicains, après cette élection, devront faire un grand travail de recomposition et aussi de quête d'un leader, parce que c'est resté Nicolas Sarkozy. Encore aujourd'hui, ce parti s'appuie sur Nicolas Sarkozy. Mais c'est une quête qui a déjà un petit peu commencé. Les barons de la droite oui, sauf que le problème, si vous voulez, la droite n'a pas résolu l'équation impossible dans laquelle elle se retrouve depuis la victoire d'Emmanuel Macron en 2017. C'est qu'on a aujourd'hui un parti, les Républicains, qui est l'héritier de l'UMP et du RPR et de l'UDF, qui est pris en étau entre, d'un côté, une droite nationaliste, souverainiste ou populiste, peu importe comment on l'appelle, qui est incarnée à la fois par Marine Le Pen et puis aujourd'hui aussi par Éric Zemmour, et puis une droite qui s'est retrouvée pour partie aussi dans l'offre politique d'Emmanuel Macron. Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a beaucoup triangulé depuis 5 ans à droite. Il a recruté 2 premiers ministres qui viennent du camp des Républicains. Et la droite a été incapable à la fois de reconstruire une offre politique et a été incapable, évidemment, ensuite de s'incarner dans un leader. Évidemment, les grandes manœuvres commenceront après cette élection. Alors justement, c'est devenu presque ma question traditionnelle face à cette présidentielle un peu étonnante. Est-ce que le quinquennat va se jouer en réalité aux législatives en juin ? Difficile de le dire, parce qu'il reste encore une zone d'incertitude très forte. Tout va dépendre du niveau de participation, et on voit quand même que les écarts se resserrent aujourd'hui entre celle qui est en deuxième position, Marine Le Pen, et Emmanuel Macron. Il y a une petite zone de risque pour Emmanuel Macron, on en est conscient. Ensuite, si Emmanuel Macron était réélu, la question d'une majorité, et quel type de majorité législative, c'est une vraie question. On continuera à suivre tout ça, ça va être très intéressant. Les 2-3 prochains mois qui arrivent, on va les observer de près, bien sûr. Arnaud Benedetti, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes et merci à vous, Paolo Levi.